Marie-Pierre Rixin, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'interview de l'Hémicycle. Vous êtes l'autrice d'une loi qui évidemment a été remarquée puisque 10 ans après la loi Copé-Zimmermann qui fixe des quotas pour les conseils d'administration, vous avez vous-même institué de nouvelles règles pour les COMEX en particulier. Est-ce que vous pouvez à ce jour nous faire un petit bilan de l'application de cette loi et ce qu'elle a changé dans les entreprises et pas seulement dans les entreprises, aussi peut-être dans les mœurs? Alors cette loi, effectivement, elle est applicable depuis le 1er mars 2022, puisque les décrets d'application, notamment, ont été pris par le gouvernement dans la foulée. Et donc, depuis le 1er mars, les entreprises doivent publier sur leurs propres outils de communication. Et depuis le 1er mars 2023, sur un site dédié du ministère du Travail, la répartition entre les femmes et les hommes, à la fois sur les instances de direction, mais également parmi les cadres dirigeants. Et aujourd'hui, il y a à peu près une moitié, 50% des entreprises concernées, des entreprises de moins de 1000 salariés qui ont déjà publié ces données, ce qui est plutôt un bon taux puisque la loi est encore une loi jeune, qu'elles ont jusqu'en 2026 pour se mettre en conformité sur le quota de 30%, puis en 2029 sur le quota de 40%. Et donc, je dois dire qu'au-delà des obligations légales, on voit aussi que les entreprises, probablement par à la fois dans un double objectif qui est celui de la performance sociale et économique, parce qu'on sait à quel point c'est important pour les entreprises d'un point de vue de dynamique interne, mais également probablement dans un souci de réputation. Les entreprises également ont engagé cette féminisation des instances de direction. On a vu des nominations récentes qui ont été réalisées. On voit également qu'il y a une dynamique, notamment dans certains secteurs d'activité. Et donc, on peut dire effectivement que la loi commence à être bien appliquée. Vous parlez de réputation. Vous sentez les entreprises très allantes parce qu'elles ont intérêt à le faire sur le plan économique ou parce qu'elles sont contraintes au fond de le faire au regard de la société, parce qu'elles doivent attirer évidemment toute une série de jeunes aujourd'hui qui ne s'engagent plus dans les entreprises comme avant? Je crois que c'est un double sujet, c'est-à-dire qu'on a à la fois des entreprises qui sont dans des secteurs en tension, je pense notamment à la tech, à l'industrie par exemple, où la recherche des talents, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, est particulièrement intense. Et le fait d'avoir des femmes dans les instances de direction, c'est un signal qui est envoyé à l'ensemble des salariés de l'entreprise, leur indiquant que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet qui est pris à bras le corps par la direction de l'entreprise. Et donc, de fait, effectivement, ça permet d'attirer notamment davantage de femmes et notamment sur différents types de postes de hiérarchie. Et puis, un souci économique, parce qu'on sait également que les entreprises qui féminisent notamment leurs instances de direction sont des entreprises qui performent mieux, comme on le dit. Et puis un souci également de performance sociale, parce qu'on sait également que sur ces enjeux de parité, il y a un enjeu qui est regardé notamment par les investisseurs, notamment les investisseurs anglo-saxons qui sont très attentifs à ces enjeux. Donc c'est à la fois une multitude d'intérêt à agir, comme on dit, qui pousse les entreprises à prendre le pas de ce texte. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller plus loin encore? Je crois que vous avez déposé des propositions de loi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? En fait, le sujet aujourd'hui, c'est de garantir aux femmes des droits économiques équivalents à ceux des hommes. Et manifestement, le compte n'y est pas, puisqu'il y a encore 22% d'inégalité de revenus, tout confondu entre les femmes et les hommes, ce qui est absolument inacceptable vu à la fois de la part des jeunes hommes et des jeunes femmes lorsqu'on se déplace notamment dans nos circonscriptions. Donc il faut effectivement agir et sur différents types de leviers, à la fois les enjeux professionnels, les enjeux fiscaux et les enjeux sociaux. Pensons par exemple que les professions libérales, et là on pense notamment à ceux qui peuvent bénéficier du congé paternité et à celles qui peuvent bénéficier du congé maternité, les conditions pour pouvoir prendre ces congés ne sont pas toujours réunies. Je pense notamment aux agriculteurs qui ont des difficultés à se faire remplacer. Et donc il faut que dans la loi, nous inscrivions dans le marbre véritablement ces acquis sociaux ou ces acquis économiques. D'accord. Et vous aviez, je crois, un projet aussi sur le terme fiscal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, également? Alors, sur le plan fiscal, effectivement, il y a une réalité, c'est que notre impôt est calculé sur le plan conjugal. Et il est également prélevé,
la plupart du temps sur un plan conjugal, il peut l'être à l'échelle de l'individu. Or, c'est important parce que lorsqu'une somme globale est due par le couple, il y a généralement dans les couples des inégalités économiques. Dans 78% des cas, les hommes gagnent plus d'argent que leurs compagnes et pour autant, le taux de prélèvement est le même entre les femmes et les hommes. Ce que je propose aujourd'hui, c'est que le taux de prélèvement soit individualisé. C'est une option aujourd'hui possible qu'on peut réaliser sur le site des impôts. Et moi, je propose que ce soit par défaut, de manière à ce qu'il y ait une automaticité de ce taux individualisé, quitte à ce qu'ensuite, il y ait des négociations dans le couple pour qu'il soit conjugalisé. Mais c'est important parce que ça permet notamment aux femmes, très concrètement, de pouvoir avoir un revenu supplémentaire sur leur feuille de salaire et donc de bénéficier d'une liberté économique supplémentaire qui peut leur permettre à la fois de se protéger, mais également d'investir, d'épargner et pourquoi pas ensuite en retour investir dans l'économie réelle. Et on parle beaucoup de la tech aujourd'hui, c'est important, on sort de la tech, mais c'est important que les femmes soient présentes sur l'ensemble de l'échiquier concernant la tech et notamment qu'elles soient également investisseurs. Ouais. Vous, évidemment, je parle à une députée qui, évidemment, fait la loi, fabrique la loi. Vous diriez que la réglementation, le passage par la réglementation est nécessaire et même obligatoire quand même pour progresser sur ces sujets? Alors, Christine Lagarde, que nous avons auditionnée dans le cadre de la préparation de la loi, cette loi, a dit très justement une phrase qui est que avec les quotas, les entreprises trouvent des femmes et sans les quotas, les entreprises se trouvent des excuses. Et malheureusement, en effet, sans contrainte législative, sans objectif chiffré, eh bien, les entreprises ont tendance à se trouver des excuses, à ne pas agir véritablement. On l'a vu, la loi Copé-Zimmermann n'a pas ruisselé comme on l'avait promis à Marie-Jo Zimmermann. Et donc, il a fallu en passer par la loi. Mais ce que je crois surtout, c'est que ce type de loi, ce type de quotas, par exemple, sont des outils au service de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et une entreprise qui ne s'assignerait comme objectif que la question des quotas passerait à côté finalement de tous les codes qu'il faut aujourd'hui revoir, parce que dans la plupart des entreprises, ces codes ont été faits par des hommes pour des hommes. Et aujourd'hui, le défi à le relever pour les entreprises, c'est de les faire par des femmes et des hommes, pour des femmes et des hommes. On verra dans les prochaines années si effectivement la loi Rixain elle-même ruisselle comme vous l'espérez. Merci. Marie-Pierre Rixain était l'invitée de l'interview de l'hémicycle. Merci à vous.